Et donc, ça va me faire plaisir de vous présenter, d'introduire Joël Plouffe. Voilà. Donc, tu vas faire la présentation. Voilà, je pense qu'ici, vous me verrez mieux. Donc voilà, juste après Monsieur Benoît Lassalle, nous allons écouter Monsieur Joël Plouffe, qui est actuellement chercheur à l'Observatoire de la politique et de la sécurité de l'Arctique, donc au Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec. Sa thèse de doctorat porte actuellement sur la politique donc, de l'Arctique et il contribue présentement à 2 programmes de recherche qui portent donc sur la politique canadienne en Arctique et sur les relations Canada-Russie. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup Myriam. Merci aussi à Michel de m'avoir invité aujourd'hui. En vous écoutant, je trouvais ça passionnant parce que ça fait des années que je fais des présentations sur l'Arctique et j'ai jamais eu l'occasion de faire une présentation suite à une présentation sur l'Afrique. Et les parallèles sont intéressants, les phénomènes aussi, mais c'est 2 mondes complètement différents. Et ça facilite beaucoup ma tâche de vous avoir entendu avant moi parce que, justement, c'est des réalités différentes. Si on commence tout simplement, et là je pense à des thèmes aux questions de population, questions de développement économique, demande locale, régionale pour les ressources naturelles, ce n'est pas le cas dans l'Arctique. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de nous faire croire que ce l'est le cas, mais ce ne l'est pas. Éventuellement, probablement qu'il y aura des innovations, qu'il y aura des développements intéressants, mais à moyen terme, court moyen terme, ce n'est pas le cas. Et je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi cet après-midi, pourquoi c'est le cas. Les réalités sont différentes, donc je ne vous parlerai pas d'investissement économique, de grands projets miniers, il y en a quelques-uns, mais la région arctique, elle est vraiment complexe et je vais prendre les quelques minutes que j'ai cet après-midi pour vous dresser un bilan de ce que c'est. Moi, mon langage est un langage des relations internationales, de la science politique, de l'analyse des politiques publiques. Je ne suis pas géologue, je ne suis pas financier, mais je m'intéresse évidemment à toutes ces questions-là parce que je fais de la géopolitique de l'Arctique. Et une des raisons pour lesquelles on parle beaucoup plus de l'Arctique aujourd'hui dans des rencontres comme celle d'aujourd'hui, c'est en raison d'images et de perceptions qu'on a de la région. Je parlerai dans un instant de ce que ça veut dire, cette caricature-là. Mais depuis les 7-8 dernières années, on parle beaucoup de l'Arctique comme étant une région conflictuelle. Mais au contraire, la région arctique, c'est une des régions les plus stables au monde, avec des États extrêmement importants, des États du G8, qui sont très puissants et qui n'ont aucun intérêt à se faire la guerre pour des questions économiques. Ce qu'on a pu constater durant les dernières années à travers les images, et surtout des images alimentées par les changements climatiques, entre guillemets, la fonte des glaces, on parle d'un nouvel espace maritime, souvent dans une perspective économique, de navigation maritime. On va parler de sécurité humaine également. Tout simplement, là, récemment, dans les médias, on parlait beaucoup de la sécurité alimentaire dans les communautés du nord du Canada, où il y a des problèmes au niveau des programmes fédéraux qui ne semblent pas avoir des impacts escomptés dans le nord du Canada. Donc, des communautés beaucoup plus vulnérables qu'on ne le croyait auparavant. Impact du climat à ce niveau-là, on parle beaucoup de formation de gens, d'éducation. On parlait j'oublie le chiffre, mais la population en fait complète de l'Afrique, c'est énorme. Quand on regarde à l'Arctique, la définition qu'on verra dans un instant, on parle plutôt d'une région où il y a à peu près 4 millions de personnes. Donc, ce n'est pas énorme, sur un territoire énorme. Juste l'Arctique canadien, c'est grand comme l'Union européenne. Donc, ce n'est pas petit comme région. Donc, formation locale pour les gens, pour qu'ils puissent travailler dans leurs propres économies. Question de santé également, emploi. On voit bien, en fait, le gouvernement canadien qui parle beaucoup de prospérité locale dans le Grand Nord du Canada. Donc, la priorité, c'est la formation et le travail. On a beaucoup parlé donc, des thèmes qui reviennent souvent des routes maritimes, la navigation, ce qui implique également plus d'engagement de la part du gouvernement, des gouvernements au niveau de la sécurité maritime, des populations qui sont vulnérables en mer. On parle de ressources naturelles, évidemment. Donc, quand on parle de ressources naturelles, on parle aussi de conquête territoriale de certaines compagnies
qui veulent opérer dans des régions du Grand Nord. Et là, on parle beaucoup de la thématique souveraineté, à qui appartient tel et tel territoire, parce que, contrairement à l'Afrique, par exemple, dans nos écoles, quand on était jeune, dans une université, on parle très peu de l'Arctique. Ce n'est pas souvent sur les syllabus dans nos universités. Défense aussi des territoires, justement, à cause des images comme celle-là. On se rappellera, en 2007, il y a eu le fameux planté du drapeau russe au cœur de l'océan Arctique. Et ça a créé cette image qu'il y avait une course pour les ressources naturelles dans l'Arctique, ce qui n'est pas le cas. En fait, la zone arctique, elle est divisée. Il y a des frontières, en fait, qui sont reconnues, des frontières étatiques dans la zone arctique. Mais on s'est beaucoup posé la question sur, justement, le potentiel de la région arctique pour les marchés du Sud. Et c'est un peu là où on en est encore aujourd'hui. Quoi faire avec cette région-là? Quelles sont les meilleures opportunités économiques dans l'ensemble de la région? Où est-ce qu'on devrait aller investir et tout ça? Et il y a des gens qui sont très bien formés, qui font ce travail-là aujourd'hui. Moi, ce que je regarde plutôt, c'est la façon dont ces changements-là ont des effets sur les relations entre les États et dans les régions également. Parce que oui, l'Arctique, c'est 8 États, c'est 5 États côtiers, mais c'est aussi énormément de régions et des populations qui sont très vulnérables aussi et très dépendantes des décisions qui viennent du Sud également. Donc, je vais commencer avec deux choses. D'abord, la région de l'Arctique. On va dresser un bilan. C'est quoi? Ça ressemble à quoi? Pour bien se situer, autant démographiquement que géographiquement. Et ensuite, on va parler des évolutions géopolitiques. La ruée vers l'Arctique, ce n'est pas nouveau, mais elle est complexe, il faut la nuancer parce qu'il faut avoir un dialogue là-dessus, c'est important. Donc, on parle beaucoup de développement économique et protection environnementale. On en est encore là aujourd'hui, cette dichotomie-là. Est-ce qu'on devrait privilégier plus l'environnement ou l'économie? Comme je vais essayer d'expliquer, l'économie, c'est essentiel. En fait, le développement économique, c'est essentiel dans une région où on est très dépendant, justement, des ressources naturelles. Et si on a du temps pour la discussion, on pourra parler un peu plus des mines et des projets miniers vers la fin de la présentation. Donc, je vous disais il y a un instant, le pointeur. Quand on regarde à l'Arctique canadien ici, c'est à peu près grand comme l'Union européenne, qui est à peu près là, l'Union des 25 à peu près. Donc, la région arctique, c'est énorme. Et on parlait tantôt de 4 millions de personnes, des gens qui sont surtout situés dans l'Arctique russe. Mais même là, cette définition-là, elle est très politique ou très géographique également, compte tenu des conditions climatiques dans cette zone-là. Moi, je suis un gars du nord de l'Ontario. Je suis né dans une mine à Sudbury. Je connais très bien ce que c'est des paysages lunaires. Je comprends très bien ce que c'est le nord également. Donc, le nord, c'est beaucoup de choses. L'Arctique, c'est ça, mais la question de la nordicité de M. Hamelin, elle est très importante à tenir en compte également parce que des dynamiques qu'on a dans le nord aujourd'hui, on les a connues un peu dans le sud auparavant. Donc, il y a un partage de bonnes pratiques à faire entre les régions de l'Arctique et des régions nordiques comme le Moyen-Nord du Québec et le nord du Québec. On voit donc que pas mal toute la population, elle est concentrée en Russie et dans les pays scandinaves nordiques, pays nordiques qui comprennent donc avec le Danemark, Groenland, Islande, Norvège, Finlande, Suède ici avec la Russie. Donc, pas mal toute la population elle est située là, dans une région qui est très particulière aussi de l'Arctique. C'est-à-dire que quand on se promène dans le nord de la Norvège ou dans le nord de la Finlande ou dans le nord de la Suède, ça ressemble pas mal à ce qu'on a à Mont-Tremblant. C'est des réalités qui sont très similaires. Cependant, quand on est à Iqaluit ou dans les territoires du Nord-Ouest ou du Yukon, c'est un monde complètement différent. Il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'infrastructure, il y a très peu de population. Donc, le développement économique dans ces régions-là a toujours été un obstacle majeur et le demeure aujourd'hui. Malgré certains projets innovateurs, c'est très complexe et c'est très coûteux pour faire du développement économique partout dans l'archipel arctique canadien. Donc, à tenir en tête, quand on parle de l'Arctique, il y a plein de différences dans toutes les régions. Et l'Arctique canadien, même américain avec l'Alaska, n'a rien à voir avec ce qui se passe dans le nord de la Norvège et même la Russie, Finlande, Suède, où les conditions climatiques sont différentes, qui vont favoriser justement un plus grand développement économique en mer et sur terre également. Il y a du pétrole maintenant qui nous sort de l'Arctique. C'est du pétrole russe qui sort à peu près d'ici, dans
dans la mer de Barents, où on investit énormément d'argent depuis longtemps. Les conditions nous ont permis justement de faire de la prospection dans cette zone-là de la mer de Barents. Et maintenant, on peut justement faire couler du pétrole des eaux russes en Arctique. On a essayé dans les années 70 à favoriser ce genre de projet-là dans le Grand Nord du Canada. Ça a été très difficile pour faire du développement des hydrocarbures chez nous. Et encore aujourd'hui, c'est très peu exploité, les hydrocarbures, le gaz et le pétrole dans l'Arctique canadien. On regarde plutôt aux États-Unis, sur les côtes du Groenland et en Norvège et en Russie, notamment en raison des conditions climatiques et des infrastructures qui favorisent le développement du gaz et du pétrole. Mais ce qui n'est pas nouveau dans l'Arctique, c'est les mines. Ce n'est pas nouveau dans le Nord, dans les Nords. Ce n'est pas nouveau dans le Nord du Canada. Ce n'est pas nouveau dans l'Arctique canadien, ni aux États-Unis, ni en Russie et ni ailleurs. C'est peut-être nouveau dans certaines régions comme la Finlande ou la Suède, où on commence justement à favoriser des plus grands projets miniers. Mais chez nous, on en fait depuis longtemps. Quand on regarde aussi à la région arctique, je parlais des populations, et là, on voit très bien un peu les différences entre tout ce qui est Europe et États-Unis. Il y a à peu près 700 000 personnes qui habitent dans l'Alaska des États-Unis, 300-400 000 personnes qui sont dans le sud de l'Alaska. Et on fait, justement, il y a des mines en Alaska, mais aussi, il y a beaucoup de prospection au niveau des hydrocarbures en mer et sur terre en Alaska. Dans la zone euro-arctique également, des mines, il y en a. Ils ont fait de la prospection gaz et pétrole aussi. Donc, on voit aussi où le développement économique va commencer et il va continuer à s'accentuer dans les années à venir. Dans le Grand Nord du Canada, les projets d'infrastructure comme on a en Europe ou en Russie, la Russie de l'Ouest, il faut le préciser, on n'est pas encore rendu là aujourd'hui. Les populations également, donc des populations beaucoup plus vulnérables que nos populations dans le Sud, en fait vulnérables au niveau de la formation des outils pour pouvoir eux-mêmes s'émanciper, s'épanouir. Quand on regarde à l'Arctique canadien, par exemple, au nord du Québec et au Nunavut, territoire du Nord-Ouest et du Yukon, les questions d'éducation, de santé, d'alimentation sont essentielles. Il n'y a pas un boom de gens qui viennent de l'extérieur de l'Arctique, qui viennent s'installer dans le Nord pour justement faire comme on fait, par exemple, en Afrique. C'est pas la même chose. Donc, ce qui est essentiel pour les gens qui habitent dans le Nord, c'est d'avoir les outils pour eux-mêmes pouvoir faire du développement qui leur plaira et qui correspondra à leurs besoins et leurs intérêts. C'est un peu plus complexe du côté russe, mais il y a la même volonté. Le territoire russe est énorme également. La population, elle est concentrée justement dans l'Arctique russe également, où justement la formation est importante, l'éducation, pour pouvoir avoir un développement qui correspondra aussi au territoire, un développement durable à long terme qui ne pourra pas disparaître avec des mines qui éventuellement vont fermer. Et du côté du Groenland, le Groenland a eu des élections la semaine dernière, ou il y a une semaine et demie à peu près. La question de l'uranium redevient importante au Groenland, où on veut voir qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser le développement économique du Groenland, pour que les 50-60 000 personnes du Groenland vont pouvoir avoir plus de pouvoir décisionnel pour investir dans leur propre programme, devenir moins dépendants du Royaume du Danemark et justement probablement un jour devenir un État. C'est la même réalité dans l'ensemble des communautés de l'Arctique. Donc, le développement économique est important. L'arrivée des intérêts du Sud, donc des compagnies et tout ça, c'est important pour justement favoriser le développement des communautés. Mais encore là, on peut imaginer qu'un jour, ça va arriver, mais les conditions sont difficiles en raison du climat et le coût des projets. Cette carte-là, elle est fort intéressante parce qu'on voit beaucoup ce que c'est l'Arctique et la marque humaine dans le Nord, ce que c'est. On voit en fait des routes maritimes qui sont existantes, notamment pour apporter dans les communautés du Nord du Canada, ici par exemple, des produits l'été, donc des produits qui seront utiles pendant le restant de l'année, des camions et tout ça. Dans le nord du Québec, c'est la même chose. Mais ce qu'on voit aussi, c'est pas un accès nord-nord comme celui-là, mais on voit aussi le mur, un peu le mur qui existe entre le sud du Canada, l'Amérique du Nord, et le nord du Canada, qui vient expliquer aussi la difficulté au niveau de projets durables sur le territoire arctique canadien. Les routes arrêtent dans le sud. C'est très difficile de se rendre dans le nord, donc ça ajoute
au coût des projets. Et il ne faut pas se le cacher, l'été, oui, on peut se rendre dans l'Arctique par bateau. L'hiver, c'est très difficile parce qu'il y a des glaces et la navigation maritime, elle est impossible. On voit en fait la différence dont je vous parlais il y a un instant du côté européen. On peut facilement se rendre de Paris jusqu'à l'océan Arctique en auto. Ça se fait très bien, ça peut coûter cher, surtout si on passe en Norvège, parce que ça coûte cher en Norvège pour tout ce qu'on fait, mais aussi il y a beaucoup de ponts à traverser, prendre des traversiers pour justement se rendre dans le nord jusqu'à l'océan Arctique. Ça peut être très coûteux, mais ça se fait. Ça se fait aussi pour se rendre à l'océan Arctique dans le nord de la Russie également. Il y a un corridor très important entre Mourmansk et Moscou, par exemple. Donc, ça peut favoriser aussi le tourisme et d'autres secteurs intéressants comme ceux-là. La réalité nord-américaine, on ne la connaît pas, cette réalité-là. Donc, d'infrastructures qui vont nous permettre de favoriser des secteurs comme le tourisme. Du côté de l'Alaska, c'est peut-être plus développé pour l'instant, mais le tourisme n'est pas aussi important, par exemple, comme on le connaît dans le nord des pays scandinaves. Un intérêt mondial aussi pour tout ce qui est ressources naturelles dans l'Arctique, et c'est visible par les transformations au sein du Conseil de l'Arctique, et je vais parler du Conseil dans un moment. Le Conseil de l'Arctique, qui a été fondé en 1996, a des États membres permanents. Ce sont les 8 États de la zone arctique. Mais il y a aussi des observateurs, des États observateurs qui veulent mieux comprendre la région. Les premiers ont été la France, l'Allemagne et d'autres, des pays européens. Et là, depuis 2 ans, on ajoute à tout ça la Chine, l'Italie, le Japon, Corée du Sud, Singapour et Inde. Et il y a l'Union européenne comme organisation internationale qui voudrait également faire partie du Conseil de l'Arctique pour mieux comprendre, en fait, la région et suivre ses développements également. Le Conseil de l'Arctique, ce n'est pas un conseil économique, c'est un conseil qui a été fait pour favoriser le développement durable et la protection de l'environnement. Comme je vais le montrer dans un instant, c'est en train de changer un peu, ça aussi, pour adapter le Conseil de l'Arctique aux nouvelles tendances dans la région. Tendances, comme je l'ai dit un instant, ne sont pas toujours les mêmes d'un côté de l'océan que de l'autre. Et c'est très important de garder ça en tête quand on fait de la géopolitique de l'Arctique. Au niveau institutionnel, la région arctique, depuis la fin de la guerre froide, c'est une région qui s'est beaucoup rapprochée. Avec la fin de la guerre froide, on s'est dit, l'ancienne Union soviétique, c'est un partenaire énorme, essentiel, important de la zone arctique. On peut parler de géographie, de population. On ne peut rien faire en Arctique au niveau de projets régionaux si on n'y comprend pas la Russie. On ne peut pas faire de protection environnementale ou de développement durable dans une région comme l'Arctique, qui est donc qui a au cœur de tout ça l'océan comme tel, donc une zone maritime, si on ne comprend pas la Russie là-dedans, dans l'équation géopolitique. Donc aujourd'hui, quand on entend certains acteurs politiques qui veulent fermer la porte à la Russie pour d'autres raisons et qui n'ont rien à voir avec le Nord, donc couper la coopération avec la Russie dans le Nord, ça devient problématique parce que pour nous-mêmes, nos propres projets, si on n'a pas la Russie dans l'équation, nos projets sont beaucoup plus vulnérables qu'ils ne l'étaient avant. Ce qu'on a ici, donc vous voyez le grand cercle là, c'est ce que je vous racontais il y a un moment, le Conseil de l'Arctique, qui est ici, donc qui comprend les 8 États de la zone arctique. Il y a aussi, donc, au niveau régional, le Conseil nordique des ministres, qui comprend en fait tous les pays nordiques, qui va aussi chercher l'Union européenne à travers la dimension nordique de l'Union européenne. Ce sont plusieurs projets qui favorisent des projets régionaux, locaux, notamment au niveau de l'éducation, la santé, le transport également, toujours dans cette perspective d'amener la Russie dans l'équation et d'en finir avec le mur entre l'Est et l'Ouest. Et il y a aussi d'autres institutions régionales qui, justement, vont traiter de questions économiques. Et je vous en parlerai dans un moment. C'est le Conseil euro-arctique de la mer de Barents, qui est un conseil très important qui, justement, traite des questions socio-économiques de développement dans le nord des pays scandinaves. Mais d'abord, parlons du Conseil de l'Arctique. Le Conseil de l'Arctique a été créé pour favoriser, justement, une meilleure coopération régionale à la fin de la guerre froide, mais aussi pour, justement, discuter de problèmes pressants de l'époque qui sont toujours importants aujourd'hui, et on le voit ici, notamment en raison du développement économique dans certaines régions de la Russie et les problèmes militaires durant la guerre froide, donc les contaminations
nucléaires dans les eaux de la mer de Barents. On a créé donc le Conseil de l'Arctique pour traiter de questions de contaminants, de surveillance et évaluation de la pollution, conserver la flore et la faune dans la région. Urgence et protection, c'est important. Si on a une mine qui ouvre dans le nord du Québec ou du Canada et il y a un problème de sécurité, de recherche et de sauvetage, ce sont les États qui sont souvent appelés pour venir et intervenir. Donc, il y a ce meilleur partage-là de compétences et de responsabilités entre les compagnies et les États également qui deviennent importants. La protection de l'environnement marin également, comme je le disais un moment, s'il y a un déversement pétrolier dans le nord de la Russie, évidemment, ça va avoir des implications pour une des plus grandes industries de la Norvège, qui est l'industrie des pêches et ensuite du tourisme. Et ça continue, ça fait le tour et ça s'en va vers l'Islande et tout le reste. Je veux dire, ça contamine en fait toute la région arctique. Il y a aussi donc le Conseil euro-arctique de la mer de Barents, qui donc est plus régionalisé dans le nord des pays scandinaves, qui va parler justement de coopération transfrontalière, donc pour des projets communs, parce que la zone, elle est beaucoup plus petite que l'ensemble de la région arctique et où les frontières sont très proches, partagées entre la Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. Et on parle ici de questions énergétiques, de transport, foresterie, de coopération économique dans la zone. Au niveau régional, donc au niveau du Conseil de l'Arctique, on se rend compte, en fait, avec la présidence canadienne depuis 2013, qu'il y a probablement certaines évolutions qu'on devrait faire au niveau de la coopération régionale et amener dans l'équation protection environnementale et développement durable la question économique, qui est une question importante. Je veux dire, il y a du développement économique partout dans l'Arctique comme région. Pas toujours de la même manière dans tous les États, mais c'est une réalité. Il ne faut pas se le cacher, l'Arctique, ce n'est pas un désert blanc où il n'y a pas de projet industriel. Donc, la présidence canadienne a préparé donc son programme pour la présidence du Conseil de l'Arctique qui a commencé en 2013 et qui finit en 2015, qui est probablement le reflet de ce qui se passe dans l'Arctique canadien et des besoins dans l'Arctique canadien. Sans parler des moyens pour atteindre ces objectifs-là, qui est une autre question, qui est probablement plus politique et controversée. Mais quand on regarde à la présidence canadienne pour le Conseil de l'Arctique, on voit bien des nouvelles questions qui émergent pour des populations qui non seulement témoignent en fait la pression de la mondialisation sur l'Arctique, donc la prospection des ressources naturelles, du gaz, du pétrole et les mines qui existent toujours et qui se développent dans certains secteurs. Mais pour les populations sur place, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Donc, si on veut développer l'Arctique canadien, quels sont les meilleurs outils pour favoriser de bonnes pratiques pour les compagnies qui sont sur place? Qu'est-ce qu'on va faire s'il y a plus de tourisme dans l'Arctique? Et ensuite, comment on appelle ça des communautés durables dans l'Arctique? Est-ce que ce sont des communautés qui sont faites sur le même modèle qu'on avait dans le Sud, donc des villes qui vont fermer dans 50 ans, donc des villes minières qui peuvent fermer assez rapidement, ou est-ce qu'on peut parler de villes minières qui seront aussi diversifiées au niveau économique? Donc là, on parle aussi de projets innovateurs, on parle de plus d'investissements privés et publics dans les communautés du Nord. Donc ces questions-là sont extrêmement importantes dans le Canada et aussi en Russie, mais ce qu'on voit du côté norvégien, finlandais et suédois, on n'est peut-être pas au même niveau, en fait, au même niveau de discussion. Ces projets-là, on est déjà à un autre niveau, c'est-à-dire que le développement économique, il a déjà passé la deuxième étape, mais ce que la présidence canadienne du Conseil de l'Arctique, ça a permis de mieux comprendre les complexités régionales entre l'Euro-Arctique et le Canada. L'Euro-Arctique qui parle beaucoup maintenant de projets très innovateurs, sciences, éducation, donc à exporter dans le nord du Canada et des États-Unis. Et maintenant, avec cette présidence-là, probablement qu'on a amené la réalité nord-américaine du côté européen pour qu'ils peuvent mieux comprendre nos besoins ici. Donc là, les discours vont mieux se comprendre, en fait. Et je vais terminer, en fait, sur je l'ai dit au début, je ne suis pas géologue, je ne suis pas économiste, je ne fais pas de la prospection non plus, ni de la prospective, mais dans mon terrain, quand je me promène dans l'Arctique, c'est des projets qui sont importants, qu'on voit émerger, qui existaient, mais qu'on voit aussi émerger, qui sont intéressants à surveiller pour des gens qui s'intéressent
aux questions minières dans l'Arctique. Et des questions qu'on doit se poser aussi avant que je fasse la liste là, pour vous parler très brièvement de ces projets-là. Mais ce qu'on parle comme thématique importante quand on parle du développement économique, que ce soit le gaz et le pétrole et les mines, les dimensions humaines là-dedans, qu'est-ce qu'on fait au niveau humain? On parle beaucoup de développement économique, mais pour qui? Il y a mon collègue Daniel Chartier qui est à Paris la semaine dernière qui parlait justement de l'Arctique comme un réservoir du Nord pour le Sud. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais c'est pas de dire que ça va arrêter ou que c'est une réalité qu'on doit ignorer, mais il faut essayer de trouver un équilibre entre le réservoir du Nord et aussi que les retombées restent aussi sur place pour qu'on puisse favoriser un développement qui ne soit pas toujours lié au modèle traditionnel. La dernière frontière, donc cette idée de dernière frontière de l'Arctique, oui, mais ensuite, quels sont les bénéfices de justement le développement économique et les conséquences au niveau mondial? On peut parler de climat et l'effet du développement des ressources naturelles sur nos comportements dans le monde et les effets sur le climat, mais ensuite les conséquences régionales. Si on veut un développement régional aussi, il faut comprendre les impacts environnementaux dans la région arctique. Et donc, dans tout ça, on parle de l'intérêt public et de mieux comprendre ce que les gens du Nord veulent faire avec des investissements régionaux. Et ça, souvent, aujourd'hui, c'est inévitable, ça va main dans la main avec les intérêts privés dans la région. Et je vais terminer justement avec ces projets-là. Donc, si ça vous tente de pousser votre réflexion sur certains projets intéressants et pour comprendre, en fait, des similitudes et des différences aussi dans la région de l'Arctique et quelques controverses aussi, j'ai listé, en fait, 11 régions et 11 projets. La région de Mourmansk, donc la ville de Apatity et la mine près de Kirvosk en Russie. Une région extrêmement importante parce que la mine existe depuis 50 ans, je crois, et elle est toujours en opération aujourd'hui, mais on voit bien dans cette région-là comment on essaye de favoriser justement les projets miniers avec le tourisme régional. Et les deux essayent de se développer main dans la main, mais il manque une chose dans cette région-là, et comme c'est souvent le cas ailleurs en Russie, c'est une réglementation environnementale qui va faire en sorte que le modèle des années 50 qui a été développé pour les mines en Russie soit adapté à des normes plutôt contemporaines et modernes aujourd'hui. La mine de Norilsk aussi, elle est toujours en opération, mine de nickel. Donc, on voit donc des grands projets comme ceux-là en Russie sont importants. La mine de nickel en Russie, c'est l'image que j'avais sur la page de couverture au début. Non seulement la mine est-elle intéressante pour la région du nord-ouest de l'Arctique russe, mais il y a des implications géopolitiques avec la mine de nickel, par exemple. C'est une des régions les plus polluées dans le monde, la région de nickel, et la région qui est juste à côté, c'est la Norvège et l'Union européenne. Donc, il y a une coopération nécessaire entre les régions pour favoriser des pratiques qui vont avoir moins d'impact sur la pollution régionale. La mine de Kiruna, en Suède, elle est intéressante également, et ça, c'est un projet assez innovateur. Quand on voit la mine de Kiruna, c'est une mine qui existe depuis une centaine d'années. On la transporte réellement pas pour transporter la mine, mais la ville de Kiruna qui est située sur la mine, et on la bouge de plus en plus pour pouvoir favoriser le développement de cette mine-là. Moi, ce que j'ai pu lire et ce que j'ai entendu comme témoignage régional, plutôt local dans la ville de Kiruna. C'est un modèle intéressant. La communication, elle est bonne entre LKAB, qui est la multinationale qui est sur place, et les communautés locales. Il y a souvent des blocages, par contre, au niveau de questions bien simples. Quand on va faire le tracé d'un chemin de fer, par exemple, ça peut couper, en fait, la migration de caribous ou de rennes. On dit en Suède, la migration de rennes. Donc ça oblige les compagnies à mieux travailler avec justement la compagnie LKAB pour trouver de bonnes solutions. Grande controverse en Finlande, la mine de Talvivaara. Justement, on parle de mauvaises pratiques, manque de confiance de la part de la population, ou dans plein cœur du nord de la Finlande, justement, la mine a eu des problèmes, des déversements dans les courants d'eau. Et donc, justement, l'intérêt public est très interpellé par cette question-là. Narvik, c'est une région intéressante aussi, en fait, une ville intéressante pour tout ce qui est de transport. Et je vais parler de transport dans un
bref moment. Transport en fait, des minéraux du nord de l'Europe vers les marchés du sud qui transiteraient par la Norvège, donc un chemin de fer Norvège et les mines de la Russie ou des pays scandinaves est à prévoir éventuellement. Côté du Groenland, je l'ai dit un instant, la question de l'uranium est revenue à l'agenda avec l'élection de la nouvelle coalition qui a été élue tout récemment. Des projets d'uranium, de terres rares, vous le savez mieux que moi, en Groenland sont très importants. Nunavut aussi, la question de la mine de Mary River sur la terre de Baffin. Donc, un projet à long terme, à moyen ou long terme, justement, qui semble aller de l'avant. Controverse du côté de Bristol Bay, en Alaska également. Il y a une mine qui veut ouvrir dans le sud, une mine de fer, et où la population semble être très... en fait, il n'y a pas beaucoup de confiance au niveau de certaines parties prenantes locales, au niveau de la localisation de cette mine-là dans le sud, qui pourrait avoir justement des effets importants sur un courant d'eau où il y a une des plus importantes concentrations de saumon dans l'ensemble de l'État de l'Alaska. Yukon, au territoire du Nord-Ouest, donc les mines sont là depuis longtemps et continuent à renforcer leurs activités, surtout au niveau du diamant. Et à ne pas négliger également, c'est tout ce qui se passe dans le nord des provinces, qu'on appelle les Provincial North, des écrits des années 70-80 là-dessus, un livre qui s'appelait justement, en fait le nom m'échappe, en fait un livre qui essaie d'expliquer comment on avait oublié en fait le Moyen-Nord et les problèmes humains, économiques dans le Moyen-Nord du Canada. Et c'est encore le cas un peu aujourd'hui, encore plus, parce qu'on parle beaucoup de l'avenir de l'Arctique, mais on oublie des questions comme les conditions économiques dans le nord du Québec, dans le nord de l'Ontario, dans le nord du Manitoba, Saskatchewan et tout ça, où il y a eu des projets miniers et où certaines mines ont déjà fermé, des villes, des villages fantômes qui existent aujourd'hui. Et finalement, bien, pour démontrer en conclusion que l'Arctique change également, donc on parlait d'un réservoir du nord pour le sud. On le voit aujourd'hui avec la contribution du Québec et la mine de Raglan. Justement, la compagnie FedNav qui a cet été fait son premier voyage vers la Chine de la mine dans le nord du Québec. Il y a probablement d'autres voyages comme ceux-là qui vont s'effectuer éventuellement. La compagnie FedNav fonctionne de manière complètement autonome avec son navire qui est renforcé pour briser des glaces. On utilise même des drones pour mieux naviguer dans les eaux du passage du Nord-Ouest. Donc, c'est à prévoir, donc plus de projets comme ceux-là. En même temps, on se demande quels sont les bénéfices pour les communautés locales qui ont besoin d'investissements économiques pour mieux s'émanciper. J'ai laissé des petites cartes sur la table tantôt. Si vous vous intéressez donc à des projets miniers en Russie, des questions de développement du capital humain aussi dans toutes les régions de l'Arctique, on a créé il y a 3 ans le Arctic Yearbook qui fait justement, qui va faire une recension des questions comme celle-là à tous les ans. Et c'est disponible en ligne. C'est une revue qui est révisée par des pairs également. Il y a non seulement des articles scientifiques, mais on a voulu aussi favoriser un dialogue entre la science, la politique et l'industrie. Donc, il y a aussi toute une partie commentaire aussi, où il y a des compagnies comme Statoil, en 2012 ou 2013, faisait un bilan de ses activités dans l'Arctique. Des organisations comme Feeding My Family au Nunavut, dans le Canada, qui vient parler justement de leurs besoins au niveau de la sécurité alimentaire dans le Grand Nord. Donc, tout ça est disponible en ligne. Ça fait à peu près 600 pages et on travaille présentement sur l'édition de 2015. Donc, si vous avez des idées, des papiers à nous suggérer, l'appel a été fait récemment pour des contributions pour 2015. Donc, voilà, un bref portrait. Je parle rapidement parce que j'essaie de couvrir autant de choses que possible, parce que c'est grand l'Arctique et c'est très complexe et j'ai que pu parler vraiment de questions superficielles. Mais si vous avez des questions, je vais faire de mon possible pour y répondre. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Joël. Temps pour des questions. S'il y en a. Bonjour, Marie-Josée Girard, d'IOS Exploration. J'aurais une question à savoir, est-ce que, comme au Canada, les ressources naturelles, c'est de juridiction provinciale. Dans les autres pays de l'Arctique, par exemple, au Canada, il y a certaines provinces où
il y a comme certains moratoires, disons, sur l'uranium. Dans les autres pays de l'Arctique, est-ce que c'est provincial ou est-ce que le gouvernement fait un consensus? Au niveau du partage des royautés dans les pays nordiques, si on parle de Finlande, de Suède et de Norvège, par exemple, je voudrais pas dire de bêtises, donc je ne me prononcerai pas sur eux parce que je ne connais pas, en fait, le système de royauté qui est différent d'un État à l'autre. Dans le nord de la Russie, par exemple, ça ressemble à ce qu'on a dans nos provinces à nous. En fait, l'argent, elle revient à la capitale. Donc, ensuite, les retombées sont investies ailleurs en Russie. Et ça a été un gros problème depuis l'arrivée de Poutine, par exemple, où on a voulu concentrer beaucoup des pouvoirs à Moscou pour un territoire aussi énorme que l'Arctique russe, où justement les royautés devraient rester dans les communautés si on parle du Grand Nord, de l'Est de la Russie. Mais je parlais plus du droit d'explorer, par exemple. Du droit d'explorer? Si on considère, il y a plusieurs pays, mais il y a certains pays qui sont subdivisés en provinces. Et les droits ne sont pas les mêmes d'une province à l'autre. Je me posais juste la question à cet effet-là. Bien, au niveau, encore là, au niveau des régions, je veux dire, des provinces, nous, nos droits sont connus, comme vous l'avez dit. Ce sont des juridictions provinciales, le développement, l'exploration de nos ressources naturelles. Dans les territoires du Nord-Ouest au Canada, avec la dévolution, ça commence à changer également, du Yukon jusqu'au Nunavut. Ensuite, pour ce qui est des petites régions du nord de la Finlande ou de la Suède ou de la Norvège, je ne me prononcerai pas sur, en fait, la responsabilité à ce niveau-là, si c'est concentré à Oslo, à Helsinki ou à Stockholm, ça je ne le sais pas. Puis, est-ce que je pourrais adresser une question peut-être à M. Lassalle puis à M. Plouffe également? C'est intéressant, M. Lassalle, quand vous parlez du coût de la dépense en énergie qu'il y a, par exemple, au Québec, en kilowatts, puis qu'est-ce qui est attendu en Afrique. Mais est-ce que quelqu'un a fait l'exercice de savoir, juste pour survivre en pays nordique, à rien faire, ça prend combien de kilowatts à la population? Bien, je vais vous ramener la fameuse carte, celle-là. Je pense qu'elle parle d'elle-même, c'est-à-dire que quand on est dans le nord du Québec, il ne faut pas se cacher, on fonctionne encore avec du diesel dans les communautés, donc il n'y a même pas d'hydroélectricité dans nos communautés, nos 14-15 communautés du Nunavik. Ailleurs, dans les territoires du Nord-Ouest, le coût de la vie, il est 3-4 fois ce qu'on connaît dans le Sud. En Alaska, le prix du chauffage, l'hydroélectricité, l'électricité, les factures sont énormes. Donc, le coût de la vie, il n'a rien à voir avec ce qu'on connaît dans le Sud. Ça, c'est un fait. Et ça, c'est pas appelé à changer dans un avenir approché. Quand on parle d'électricité, quand on parle d'autonomie des communautés dans le nord du Canada, on parle d'énormes coûts pour l'État. Et l'État ne semble pas être prêt à investir autant d'argent pour un territoire aussi énorme que l'Arctique du Canada. Et encore, je le répète, là, on parle d'un territoire grand comme l'Union européenne. Un exemple aussi des choses qui peuvent être controversées. L'été passé, à Nunavut, il y avait un feu au plein cœur de la ville, à la Dompe. il y avait un feu dans la ville de Iqaluit et on ne l'a pas éteint parce que ça coûtait trop cher. Donc, ça donne aussi un exemple de comment des décisions sont prises aujourd'hui au niveau de la gestion des fonds publics dans le Grand Nord. Merci. Je ne sais pas si vous voulez qu'on... D'autres questions? Merci beaucoup, Joël.